qui est frappant, c'est la concomitance ou l'enchaînement, si vous voulez, mais partout, tous les éléments, et d'ailleurs c'est assez évident parce que sinon ça ne se serait pas passé, tous les éléments étaient là pour qu'il y ait contestation, révolte, et malheureusement, dans plusieurs cas, ce qui a été une guerre civile. Vous prenez déjà un élément qui est quasiment commun à tous ces pays. Vous avez en gros 3/4 de la population qui a moins de 25 ans, et des dirigeants qui sont soit très âgés, et même quand ils ne le sont pas, qui sont au pouvoir depuis 25, 30 ans, et qui préparent la succession de façon dynastique, y compris dans les prétendues républiques. Donc on voit bien que cette cocotte minute, à un moment donné, qui est bouchée de partout, elle devait sauter. Donc, on va maintenant découper un petit peu ce problème pour essayer de comprendre mieux ce qui est à l'œuvre, ce qui est en jeu, pas de manière chronologique, mais de manière thématique. D'abord sur la notion, les printemps arabes, sur la notion de printemps. Avant ces printemps arabes de 2011 et la suite, l'expression avait déjà été utilisée très ponctuellement. On avait parlé du printemps de Damas quand Hafez al-Assad était mort, il avait été remplacé par son fils. La même chose à Rabat à la mort de Hassan II, à Bahreïn quand l'émir qui avait maintenu une répression assez féroce pendant de nombreuses années a cédé la place à son fils qui a ouvert. On pourrait continuer en Jordanie, etc. etc. Là, la référence, et d'ailleurs aussi hors du monde arabe, en Iran, quand en 2009 il y a eu la révolution ou la révolte verte, on a parlé de printemps de Téhéran. La référence qui vient à l'esprit, c'est le printemps de Prague. Cela dit, dans le cas de 2011 et par la suite, la référence n'est pas tellement celle-là, c'est plutôt les printemps des peuples, c'est-à-dire les révolutions de 48 et ce qui a suivi. Et même si c'est assez européocentré, je trouve que l'analogie n'est pas dénuée de pertinence dans bien des domaines, évidemment avec des bémols à mettre ici ou là. Il y a une remise en cause d'un ordre établi à l'échelle régionale. Évidemment, il n'y a pas eu de congrès de Vienne pour décider que le Moyen-Orient serait institué de cette façon-là, mais de fait, presque tous les pays arabes étaient, comme on l'a dit, sous la coupe de régimes autoritaires, quelle que soit leur forme, avec une perpétuation des élites très endogames au pouvoir et aucune perspective d'expression ou d'avenir pour ceux qui étaient en dehors de ce jeu. Donc un ordre régional autoritaire et sclérosé. L'autre point commun, c'est cette contagion révolutionnaire qui fait basculer de proche en proche tous les pays voisins. Et puis, après le printemps, on passe directement à l'hiver sans passer par la case été ou automne, parce que la contre-révolution est là. Et on l'a bien vu à l'œuvre, de la même façon que très rapidement après les révolutions de 48, dès 50-51, tout revenait dans l'ordre ancien, restauré et rétabli d'une main de fer. De la même façon, la contre-révolution a été menée, pas partout de la même façon, et d'une manière un petit peu plus sioux, parce que en fait, certains des contre-révolutionnaires ici ont appuyé la révolution là, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais globalement, les tenants de l'ordre ancien ont repris la main pratiquement partout. Et dernier point de comparaison, alors là, je prends un pari sur l'avenir, c'est pas aujourd'hui qu'on aura la réponse, mais tout ce qui a été semé pendant ces révolutions finit par produire, avec un effet retard de quelques années, de quelques décennies, des résultats. Et je pense qu'on le verra aussi dans le monde arabe. Si on regarde maintenant les événements qui se sont produits dans la région, il y a des points communs et puis des points de différence, des variants et des invariants. Donc parmi les invariants, il y a cet autoritarisme qui traverse tous les régimes, hein, que ce soit des monarchies ou des républiques, des régimes vermoulus, c'est-à-dire que le renouvellement ne s'est pas fait. Je me rappelle un ministre de l'Information du petit Émirat de Bahreïn, dont je parlerai souvent dans ce propos, à la fois parce que je le crois très important, il se trouve que j'y ai vécu plusieurs années, donc j'y suis sensible, mais je crois que son rôle dans ce qu'on discute aujourd'hui est bien supérieur à la superficie et à la population de ce petit pays. Donc ce ministre, lors d'un premier soulèvement qui avait eu lieu en 94-95, s'étonnait qu'on puisse parler d'instabilité. Il disait, mais où est l'instabilité? Moi, je suis ministre depuis 10 ans. Voilà. Et je crois qu'on est dans cette logique-là, où la stabilité des dirigeants ne dit rien de la stabilité des États qu'ils dirigent. Ce sont des États marqués par beaucoup de corruption, par une kleptocratie. Et je pense qu'on verra, si on gratte en profondeur, que tant en Tunisie
qu'en Égypte, mais c'est vrai ailleurs, la vraie raison du mécontentement n'était pas simplement l'autoritarisme politique, mais le fait que cette poignée de dirigeants au pouvoir, la famille au pouvoir et leurs proches ont accaparé un niveau de richesse qui est juste impossible à mesurer. Et il y a d'autres pays où c'est actuellement le cas et où il n'y a pas encore eu de soulèvement. Les États-Unis, on va rester au monde arabe. Un niveau de pauvreté qui est très réel, même dans des pays qui présentent des moyennes relativement satisfaisantes, parce qu'il y a un niveau d'inégalité aussi là-bas, un niveau d'inégalité qui est extrêmement élevé. Par exemple, l'Arabie Saoudite, il ne faut pas s'imaginer, d'abord, ces données statistiques moyennes ne sont pas extraordinaires, mais si vous mesurez l'inégalité sociale qui règne dans ce pays, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pauvreté en Arabie Saoudite, ce qui ne vient pas nécessairement à l'esprit quand on parle du royaume saoudien. Et ce qui montre bien cette solidarité, ce syndicat des dynasties, quelle qu'elle soit, c'est que dès les débuts de la révolution tunisienne, le premier à exprimer son soutien à Ben Ali et à condamner le peuple, c'était Kadhafi, qui était théoriquement le guide d'un État des masses, puisque Jamahiriya, ça veut dire la République des masses. C'est un jeu de mots entre deux mots arabes, et ça fait longtemps qu'il n'était plus révolutionnaire et que lui aussi se coulait dans le moule des despotes qui font profiter à leurs familles et à leurs amis des richesses du pays que les gens ne connaissent d'ailleurs pas. Autre point commun, l'utilisation pour la mobilisation sociale de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, Facebook et Twitter en particulier, mais également YouTube, qui ont joué tous les trois un rôle assez important. Et on se rappelle que dans pas les premiers jours, mais au milieu des soulèvements en Égypte, le pouvoir a tenté de bloquer Internet. Et en fait, ça n'a fait que précipiter les choses, parce qu'aujourd'hui, un État moderne qui est dans la mondialisation, et même des États autoritaires sont dans la mondialisation, ne peut tout simplement plus se permettre. D'abord, il y a des façons de contourner, et ensuite, il a besoin, pour la survie même de son économie, de rester ouvert à l'Internet. Et bien sûr, on peut filtrer, mais ça a une limite. Alors, il y a des variants, bien entendu, mais ils sont, me semble-t-il, un peu moins importants. La structure des régimes, on l'a dit, monarchie et république. Également, la division entre les pays qui sont majoritairement sunnites, de façon écrasante, et ceux qui sont soit majoritairement chiites, en fait il n'y en a qu'un ou deux, et qui ont éventuellement une importante minorité chiite. Et on voit dans ces années que la division sunnite-chiite a joué un rôle relativement important et surtout instrumentalisé dans cette période de tension. Il y a ceux qui ont connu des soulèvements, et là on parle de la Tunisie, de l'Égypte, de Bahreïn, un petit peu Oman, et ceux où le soulèvement a basculé dans la guerre civile, et c'est le cas de la Libye, de la Syrie. Quant au Yémen, je ne sais pas très bien où le mettre, il est entre les deux, parce que le Yémen connaît une situation de guerre civile endémique depuis très longtemps. Alors quelquefois c'est un petit peu plus, quelquefois c'est un petit peu moins. En 2011, ça a été plutôt un peu plus. Maintenant qu'on a assimilé cette notion de printemps arabe, même si l'expression peut faire débat, qu'est-ce que nous apprennent ces printemps arabes de ce qui se passe? Je crois que la première leçon, et de très loin la plus importante, c'est la fin de ce que beaucoup avaient appelé l'exceptionnalisme arabe. Quoi, il y avait eu des mouvements de démocratisation en Amérique latine, en Afrique, en Europe de l'Est, dans les années 80-90, en Asie, des régimes autoritaires s'étaient ouverts, et dans le monde arabe, rien. Donc, il y avait les tenants de la théorie selon laquelle, ontologiquement, les Arabes ne sont tout simplement pas capables de démocratie, et c'est bien triste, mais c'est comme ça. Ou ceux qui avaient souligné, à juste titre, qu'il y avait une forte demande de démocratie dans le monde arabe, mais qu'il manquait des leaders ou des militants suffisamment influents pour entraîner les pays dans ces démocraties. Et ça avait été le livre remarquable, un ouvrage collectif publié à la fin des années 90, au milieu des années 90, sous la direction de Hassan Salamé, qui s'appelait « Démocratie sans démocrate ». Et on se trouvait effectivement piégé par ce système où, de toute façon, perdre le pouvoir, c'est jamais agréable pour ceux qui l'ont. On voit bien aujourd'hui, au lendemain d'élections, où beaucoup de gens ont perdu le pouvoir, ils ont perdu un emploi, c'est une situation difficile à vivre, etc. Mais dans ces régimes-là, c'est pas du tout ça que ça voulait dire. Perdre le pouvoir,
ça veut dire perdre la liberté dans le meilleur des cas, la vie très souvent, et pas seulement soi-même, mais sa famille, son clan. Et une minorité qui arrive au pouvoir d'une manière ou d'une autre prend sa revanche. Donc la notion même de partage de la vie publique était tout simplement absente de la pratique, à de rares exceptions près, et ces exceptions étaient de toute façon limitées. Je pense à la Jordanie, au Maroc, au Liban certainement, et au Koweït. Partout ailleurs, il n'y avait juste pas de place pour l'expression minoritaire, et quand c'est la minorité qui était au pouvoir, il n'y avait pas de place pour l'expression de la majorité. Et c'est le cas par exemple de la Syrie ou de l'Irak du temps de Saddam Hussein. Autre chose qui est absolument frappante, le monde arabe ne manque pas d'intellectuels. Et pourtant, l'absence de la quasi-totalité des intellectuels de renom dans le monde arabe, dans cette mobilisation démocratique, a quelque chose d'absolument frappant. C'est quelque chose qui est par exemple totalement inconnu de ce qu'on a connu en Europe de l'Est, en Amérique latine, voire en Afrique. Mais dans le monde arabe, les intellectuels reconnus sont restés prudemment silencieux pour la plus grande partie d'entre eux, même ceux qui vivent en exil. Et donc ils n'ont pas eu d'effet d'entraînement dans les mouvements auxquels on a assisté. Ils étaient plutôt à la remorque. Ils se sont joints au mouvement quand ils ont démarré. Ça a été le cas en Égypte, notamment. Et je trouve que c'est un aspect qui reste malgré tout très problématique pour cette région du monde, où il n'y a pas plus, ni plus ni moins de personnes intelligentes qu'ailleurs dans le monde. C'est simplement la structure sociale qui fait qu'il y a une grande peur d'affronter la majorité, et dont beaucoup de ces intellectuels ont souffert dans le passé. Ils ont évité de replonger, alors même qu'ils auraient sans doute eu un rôle à jouer. Le rôle des grandes ou moyennes puissances, étrangères bien sûr. Elles se sont à la fois illusionnées et elles ont fait un pari à court terme sur la notion de stabilité. Il faut dire que les régimes en question savent parfaitement trouver les mots, et souvent aussi corrompre les gens qu'il faut, pour associer la stabilité du monde à la stabilité régionale et donc, et surtout, à la stabilité de leur propre régime. Et par conséquent, les puissances en question, c'est le cas de la France, mais pas seulement, je répète, ont sous-estimé l'ampleur et la profondeur de la contestation. Ne l'ont pas détecté, et quand, parce qu'il est totalement faux de dire que la diplomatie française n'avait rien vu venir, il y a de remarquables notes de diplomates français qui ont été remontées, mais qui n'ont juste pas été synthétisées au niveau politique comme elles auraient dû l'être. Et je pense en particulier à la Tunisie, où un ambassadeur de France et son équipe avaient parfaitement diagnostiqué la situation, mais il y a eu un blocage total quand il s'est agi de l'intégrer à la réflexion. En fait, c'est tout le contraire, comme on l'a vu, c'est la stabilité des régimes qui est la source de l'instabilité qui a secoué le monde arabe et qui continue de la secouer, même si on en parle moins, durant toutes ces années. Ce que ces mouvements, en fait, ont mis à nu, ce sont les fractures qui existaient. Il n'y a pas de nouvelles fractures qui sont apparues. Ces fractures existantes, je les ai évoquées rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire chiites sunnites, la pauvreté face à l'accaparement des richesses par une petite coterie de dirigeants et de leurs protégés, le fonctionnement de ces États qui, pour beaucoup d'entre eux, sont soit des États rentiers, soit des États clients, et donc dont le rôle étatique a été dans une large mesure réduit à la distribution de la rente, qu'elle soit autochtone ou importée, à des gens qui leur sont affidés, et donc on récompense l'allégeance plutôt que de chercher à résoudre des problèmes. Voilà, tout ce que ces printemps arabes ont révélé par les soubresauts qui n'avaient pas été anticipés par les observateurs. Autre chose, c'est que les réseaux sociaux, comme l'a écrit un chercheur, c'est très bien pour mobiliser l'opposition. Mais pour réprimer, les tanks et les fusils, c'est beaucoup plus efficace. Et on a vu ces répressions à l'œuvre, et elles sont beaucoup plus profondes que ce qui a pu transparaître dans ce que vous avez lu ou entendu dans les médias généralistes, et ça continue. Et de ce point de vue-là, les régimes en question sont complètement décomplexés depuis le 11 septembre. Parce qu'au nom de la lutte antiterroriste,
Les grandes démocraties occidentales se sont voilées la face sur des pratiques qu'elles encourageaient en sous-main, soit chez elles, soit en sous-traitance. Quand les États-Unis sous-traitent la torture à l'Égypte ou à la Syrie ou à Djibouti ou dans des prisons qui ne sont pas censées exister en Pologne ou en Roumanie, etc., etc., quand la Grande-Bretagne en fait autant et que notre pays n'est pas toujours exemplaire non plus en la matière, c'est très simple. Vous savez, ils ont très vite compris le message. Hein. Les Algériens l'avaient déjà fait en 92 lors du coup d'État qui a suivi le premier tour des élections qui donnait la majorité au fils en 91, quand la junte a pris le pouvoir. C'est au nom de la lutte antiterroriste, nous défendons vos pays contre, alors au choix, le terrorisme islamique, l'invasion par des hordes barbares revenus d'Afrique, etc., etc. Et il faut bien dire que les grandes démocraties regardent de l'autre côté parce qu'elles ne sont pas à l'aise du tout avec cette problématique. Alors vous imaginez le choc en retour que ça peut produire dans les populations, hein, parce que, bon, j'avais prévu d'en parler plus tard, mais ça vient comme ça. C'est vieux ça, cette histoire. Dans les années 30, chaque fois que les Égyptiens envoyaient, ils votaient à l'époque, donc chaque fois qu'ils envoyaient au Parlement une majorité wafdiste ou autre qui contestait la domination britannique, c'était très simple, on dissolvait le Parlement. Hein. En 92, on n'a pas tenu compte du résultat des élections. En 2006, quand les électeurs de Gaza ont donné la majorité au Hamas, les grandes démocraties ont dit ça n'existe pas. Alors, venez après tenir un discours démocratique en expliquant ce qu'est la démocratie à des gens qui se battent pour elle et qui voient comment ceux qui viennent leur donner des cours se comportent réellement face à ceux qui les oppriment. Ça, c'est une vraie question et on n'a pas fini de se la poser parce qu'elle n'a toujours pas trouvé sa réponse. Le résultat, c'est que l'opposition démocratique dans tous ces pays a été bâillonnée, en prison, réduite au silence ou contrainte à l'exil. Et que la seule chose qui restait comme lieu où on pouvait à peu près s'exprimer, c'était dans des pays qui sont entièrement ou presque entièrement musulmans, ce sont les mosquées, parce que c'est là quand même que les fidèles se rencontrent et qu'ils échangent, et on peut, même si les prêches sont généralement relus par des agents du gouvernement, on ne peut pas empêcher que ça discute. Et il n'y a pas lieu d'être surpris que lorsque on leur a donné la parole pour voter, ce soit un courant souvent très largement islamiste qui obtiennent des majorités relatives. Majorité absolue, il n'y en a pas eu, hein, mais des majorités relatives. À la fois parce qu'ils étaient sur place pendant que les autres n'y étaient pas, et aussi parce que ça correspond à la réalité de ces pays dans une large mesure. Il y a un aveuglement des pays occidentaux. Et alors là, la France vient tout à fait en tête en matière d'aveuglement. C'est-à-dire qu'on ne veut voir que l'opposition qui nous ressemble. On cherche dans des pays profondément religieux des opposants qui seraient laïcs comme, j'allais dire comme nous, comme certains d'entre nous. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent manger du porc, ne pas croire en Dieu et ne pas faire leur prière, et là ce sont des bons musulmans. Non, ça n'existe pas. Et à force de chercher une opposition qui nous ressemble, qui existe bien entendu, mais qui est ultra minoritaire et qui n'est pas représentative des populations, on s'aveugle, on ne voit pas, on ne dialogue pas avec ceux qui seront finalement élus, et quand ils arrivent au pouvoir, on est désemparé. Voilà. Et là, je pense que c'est une erreur d'analyse très largement partagée par l'ensemble des élites françaises, parce que tous les pays occidentaux ne font pas comme ça, et dialoguer avec ceux qui sont représentatifs, ceux qu'on appelle généralement les clients de l'ambassade, ceux qui ne sont pas représentatifs, ça évite de se rendre compte de ce qui va se passer. Dialoguer avec les autres, ça ne veut pas dire les soutenir. Et là, il y a une grosse ambiguïté qui est ressortie, et j'y reviendrai tout à l'heure, sur le fait que les Américains de longue date discutent avec les courants islamistes en Algérie, en Tunisie, en Égypte, et bien entendu, ça a donné lieu à la thèse sur laquelle ils favorisaient l'arrivée au pouvoir des islamistes. Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que je n'ai sans doute pas toutes les informations qu'il faudrait, mais de toute façon, il ne faut pas surestimer le rôle, même si la région du Moyen-Orient est une région qui ne vit que dans la notion de complot, hein, selon la formule célèbre, si vous n'expliquez pas un événement par un complot, on ne vous croira pas. Mais en fait, les dynamiques internes et les dynamiques propres sont largement suffisantes pour rendre compte de la presque totalité de ce qui s'est passé ces dernières années.
Alors j'en viens à la fameuse phrase qu'on a beaucoup retrouvée dans les journaux, après le printemps arabe, l'hiver islamiste. Donc ça, je prolonge un petit peu la réflexion. Il faut déjà pas perdre de vue la dynamique propre de ces mouvements, où les partis et mouvements islamistes n'étaient pas en pointe. Ils sont entrés à reculons dans la contestation. La première grande manifestation en Égypte à l'appel des frères musulmans arrive très tard dans le mouvement de contestation de la place Tahrir et qui secoue le régime Moubarak. En fait, ils volent au secours de la victoire quand elle paraît pratiquement inévitable. Deuxièmement, donc là je parle encore une fois des frères musulmans en Égypte et d'Ennahda en Tunisie. Deuxièmement, si on prend ces deux pays, leur victoire électorale est incontestable. Il y a eu des fraudes sans aucun doute, comme il y en a tout le temps, mais ça ne remet pas en cause la tendance qui est qu'ils avaient une majorité relative, pas une majorité absolue, et qu'ils étaient incontestablement les premiers en nombre de voix, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, et sans doute quelques autres. Et le problème, c'est que là aussi, il y a eu un effet retard dans la perception des résultats et une erreur de lecture, à mon sens, dans la mesure où beaucoup d'analystes et de responsables ont posé, il y a quelques années, une équation dont ils ne veulent pas sortir, islam égale islamisme égale quasiment terroriste. Et donc, quand vous avez la chaîne à l'envers, ça a facilité tout le discours de ceux qui, au pouvoir sur place, expliquaient à leurs interlocuteurs occidentaux, européens, pourquoi il fallait mettre tous ces gens-là en prison, parce que sinon, c'est la paix du monde qui était menacée. Et pourtant, ça cache des nuances importantes. D'abord, la notion même d'islamisme. Je rappelle que c'est un concept qui a été forgé en France dans les années 80 par des chercheurs de premier plan qui en avaient assez d'entendre l'expression intégriste musulman qui ne voulait rien dire. Intégriste, ça renvoie à une tradition catholique. Intégriste en islam, ça n'a pas de sens. Les Anglais disent fondamentaliste. En fait, islamisme, ça renvoie à islam politique, c'est-à-dire l'idée que l'islam est un système de gouvernement, et le slogan de tous les islamistes, quelle que soit leur nuance, c'est l'islam est la solution. L'islam huwa al-hal. L'islam est la solution. Le problème, c'est que quand ils sont au pouvoir, on se rend compte que l'islam n'est pas nécessairement la solution. Et tous les islamistes qui sont arrivés au pouvoir par les urnes connaissent à leur tour des périodes de difficulté et échouent. Très clairement, Morsi, en Égypte, était en train d'échouer quand il y a eu le coup d'État militaire du 3 juillet. On ne lui a juste pas laissé suffisamment de temps pour échouer complètement devant les urnes. En Turquie, où Erdogan et l'AKP avaient beaucoup mieux réussi, là, les tendances actuelles montrent que un pouvoir au nom de l'islam n'est pas non plus toujours une réponse à tous les problèmes de la société. Et en Tunisie, où en revanche on leur a laissé le temps d'échouer légalement, eh bien ils ont quitté le gouvernement, ils restent influents, mais certainement pas autant qu'ils l'étaient lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir au lendemain des élections. Et ça, ce facteur-là est considérablement sous-estimé, à mon avis, en Occident. Et ça, le coup d'État du 3 juillet en Égypte a redonné une certaine légitimité aux frères musulmans, qui encore une fois étaient devenus très impopulaires et étaient en train d'échouer. Parce que, à force de leur tirer dessus dans les manifestations, de considérer comme terroristes tous ceux qui viennent demander la libération de membres de leur famille qui sont emprisonnés, de considérer que des journalistes de la chaîne Al Jazeera, du simple fait qu'ils travaillent pour Al Jazeera, pas pour ce qu'ils ont fait eux-mêmes, sont des terroristes et donc ils croupissent en prison en attendant la suite de leur procès depuis maintenant plusieurs mois, tout ceci permet d'effacer l'ardoise et de repartir sur des bases victimaires. Et c'est le meilleur service qu'on pouvait rendre à ce courant politico-religieux. Au fond, la véritable opposition, me semble-t-il, ne traverse pas, n'oppose pas, ne met pas aux prises les laïcs contre les musulmans, ou les islamistes, si vous voulez, ni même l'Occident et les Arabes. Elle passe au sein même du monde musulman et des musulmans, entre chiites sunnites, et là je vais y revenir un petit peu, mais aussi entre salafistes et frères musulmans. Alors là aussi, par des commodités de langage, souvent on a l'impression que c'est la même chose. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Les frères musulmans, c'est une confrérie
qui, pour parler de manière très sommaire, est perçu par les dirigeants régionaux comme une franc-maçonnerie qui fonctionne de façon horizontale et qui, du coup, échappe au contrôle de l'État, et dont le rôle dans les affaires sociales est extrêmement important parce que, en l'absence d'une sécurité sociale digne de ce nom, ce sont souvent les organisations caritatives dont ils s'occupent qui aident les gens, et ça aide à comprendre leur popularité dans des endroits comme Gaza ou comme l'Égypte, par exemple. Les salafistes sont d'une tradition tout à fait différente, complètement quiétiste, non politique à l'origine, c'est-à-dire les dirigeants dirigent et le peuple prie. Voilà, directement en lien avec Dieu, sans passer par d'intermédiaire, et les deux sphères sont séparées, mais il y a une obligation de soumission au pouvoir politique qui est prévue par le Coran et les hadiths, à condition bien entendu que les dirigeants soient de pieux musulmans. Et puis il se trouve que aussi bien les frères musulmans que les salafistes ont un petit peu évolué. Les frères musulmans sont rentrés dans la politique par le biais de partis qui leur étaient proches. Ils ont maintenant une expérience du pouvoir et de la compétition politique, et leur organisation est perçue comme une menace, d'où la répression dont ils sont l'objet dans les pays du Golfe, Qatar excepté, où maintenant ils sont devenus l'ennemi numéro un. Quant aux salafistes, ils sont rentrés, pour certains d'entre eux, également dans la compétition politique, pour opposer leur modèle, un modèle, encore une fois, très linéaire de haut en bas, contrairement à l'organisation des frères musulmans qui est horizontale, d'obéissance à des dirigeants religieux très conservateurs qui partagent leur vision. Donc ces oppositions-là sont les vraies oppositions qui secouent le monde musulman. J'en viens maintenant à la contre-révolution, qui peut être datée. La contre-révolution, grosso modo, coïncide avec le retour en Arabie Saoudite du roi Abdallah, qui était parti se faire opérer aux États-Unis, qui était en convalescence au Maroc, quand il a découvert l'ampleur que prenait la contestation en Égypte, que les États-Unis demandaient à Moubarak de quitter le pouvoir. Il y a eu un coup de téléphone particulièrement orageux en février 2011 entre Obama et Abdallah, et que l'opposition de Bahreïn convoquait un jour de colère, le 14 février, 10e anniversaire du référendum qui avait permis au nouveau roi, enfin, ex-émir devenu roi, de promettre un retour à la Constitution et qui avait obtenu 98% de réponses favorables. Et c'était la déception de promesses non tenues qui aboutissait à cette réunion autour, sur un rond-point rebaptisé Place de la Perle, un peu sur le modèle de ce qui s'était passé Place Tahrir en Égypte. Mais il y avait des raisons propres. Et donc le roi annule ses vacances de convalescent, il rentre en Arabie Saoudite, et coup sur coup, il convoque le roi de Bahreïn, première chose qu'il fait en arrivant, et il annonce 35 milliards, il injecte 35 milliards de promesses sociales dans l'économie saoudienne, et 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, il y aura d'autres promesses, ça fera un total de 135 milliards, construction de logements, recrutement dans l'administration, surtout la police, bourse pour les étudiants, etc. C'est-à-dire que la logique est toujours la même. Premièrement, on réprime les meneurs. Deuxièmement, on achète la paix sociale. Et troisièmement, on coopte des opposants qui se repentent et qui viennent à la télévision expliquer pourquoi ils se sont trompés. C'est de ce jour-là que l'inversion de la vapeur est perceptible, parce que pour les Saoudiens, les dirigeants de Bahreïn et d'une manière générale les dirigeants sunnites, outre la contestation interne, ils voient un autre aspect, et ils vont essayer de le faire partager aux Occidentaux qui, dans un premier temps, ne vont pas vraiment le croire, et dans un deuxième temps, feront semblant de le croire, c'est que tout ça est instrumentalisé par l'Iran pour déstabiliser leur régime, et par conséquent la stabilité du Moyen-Orient, et par conséquent la sécurité de l'Occident. Et le roi Abdallah est à la manœuvre dans la contre-révolution. Certains articles l'ont surnommé le Metternich d'Arabie, donc je poursuis l'analogie par laquelle j'ai commencé. Et ils vont de manière très systématique, et je dois dire très efficace, instrumentaliser la division entre chiites et sunnites pour créer un fossé aujourd'hui quasiment infranchissable entre leurs sujets des deux confessions. Parce que lors du 14 février 2011, les manifestants bahreïnis qui venaient place de la Perle avaient un slogan « ni chiites ni sunnites, tous des bahreïnis ». Et 3 ou 4 semaines plus tard,
certains opposants plus radicaux étant revenus sur place, certains slogans ayant été durcis, la répression initiale ayant radicalisé les points de vue, les opposants sunnites qui s'étaient joints aux chiites ont pris peur et ont commencé à soutenir, pas de gaieté de cœur, mais parce que simplement ils avaient peur des conséquences d'un succès de la révolution. Ils sont venus soutenir la famille régnante des Al-Khalifa de Bahreïn. Et donc cette instrumentalisation qu'un chercheur a appelé, enfin il a appelé les gens qui font ça, les entrepreneurs de la division communautaire, a été extrêmement efficace dans la reprise du contrôle par certains de ces régimes, et notamment l'Arabie Saoudite et le Bahreïn. Il y a eu, et il faut s'arrêter un instant là-dessus, ce que moi j'appellerais le moment qatari. Parce que dans toute cette affaire-là, le Qatar a joué un rôle qui était distinct de celui des autres. Premièrement, il faut se rappeler que le Qatar était président en exercice de la Ligue arabe jusqu'au mois de mars 2012. Et il a profité de cette présidence pour diriger la Ligue arabe comme il dirigeait le Qatar. C'est-à-dire l'émir du Qatar fonctionne comme un chef de PME où il n'y aurait pas de syndicat. Je prends une décision, elle est exécutée, et puis où est le problème? Voilà. À l'échelle de la Ligue arabe, ils n'avaient jamais vu ça. Donc quand la question libyenne a commencé à se poser, le Premier ministre du Qatar présidait la séance au Caire. Et vous vous rappelez peut-être, ce qui était en jeu, c'était une zone, no-fly zone, une zone d'interdiction aérienne pour empêcher que l'aviation de Kadhafi ne bombarde sa population. Et c'est ce que préconisaient la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Et le Qatar l'a fait voter par la Ligue arabe. Alors, normalement, la Ligue arabe, pour qu'un texte soit voté, ça prend tout le temps. Là, c'était le style, voilà, je mets la résolution aux voix, pas d'opposition, elle est adoptée. Les délégués n'avaient pas compris ce qui s'était passé, que déjà la Ligue arabe soutenait la zone d'interdiction aérienne, et ça ouvrait la voie au vote par le Conseil de sécurité de la résolution sur laquelle les Français, les Américains et les Britanniques se sont appuyés pour bombarder les troupes favorables à Kadhafi. Deuxièmement, je sais qu'on a prêté au Qatar toutes sortes de dessins noirs de vouloir instaurer l'islamisme partout sur la planète. C'est beaucoup plus simple que ça. L'émir du Qatar a une vision extrêmement, enfin l'ancien émir, extrêmement stratégique de ce qu'il veut, et c'est certainement pas de se fâcher avec les pays occidentaux, parce que tout repose là-dessus. En revanche, il est lui-même un musulman conservateur, et on tombe toujours du côté où on penche. Et c'est aussi quelqu'un qui sait saisir les opportunités. Il y avait des opportunités qui s'ouvraient à lui qui n'avaient pas été prévues, et il les a saisies. Il les a saisies en Libye, avec succès comme on l'a vu, même si le retour sur investissement n'a pas été celui qu'il espérait, parce que ça a provoqué pas mal, c'est la première fois que les Qataris envoyaient des troupes au sol, ça a provoqué pas mal de réactions contraires. C'est le danger de passer du soft power au hard power, parce que quand on ne fait pas peur, c'est plus facile que quand on commence à faire peur. Deuxièmement, il a voulu recommencer avec la Syrie. Mais là, ça n'a pas marché. D'abord parce que les Chinois et les Russes avaient vu ce qui s'était passé en Libye, ils se sont dit on ne va pas nous reprendre une deuxième fois. Et surtout, entre-temps, ils ont passé la présidence de la Ligue arabe à l'Irak, et le régime irakien étant proche de l'Iran et de la Syrie, s'est empressé d'enterrer toutes ces résolutions qui se préparaient. Et puis la Syrie, c'est un autre morceau que la Libye de toute façon. Et donc le Qatar, oui, a soutenu les gens qui l'hébergeaient et qui le protégeaient de manière extrêmement éclectique dans sa conception hôtelière de l'asile politique, où il recevait pratiquement tout le monde depuis une dizaine d'années. Et donc on trouvait toutes sortes de personnes, des gens de la Hamas, mais aussi des gens, l'ancien président tchétchène, qui d'ailleurs a été assassiné par des agents russes au Qatar, mais aussi les gens de Narda, etc., etc., etc. Mais pas seulement, mais aussi. Voilà. Et donc, des gens qu'ils avaient entretenus pendant tellement d'années avaient une possibilité d'arriver au pouvoir. Il est clair que le Qatar les a soutenus, et surtout pour la première fois, il a utilisé Al Jazeera d'une façon extrêmement militante. Ça a eu pour conséquence qu'Al Jazeera a perdu instantanément tout crédit et toute audience, alors qu'avant c'était une chaîne qui était très influente. Et il n'est pas sûr que ça lui ait servi, puisque au bout du compte, quand l'émir est allé en Tunisie, il y a eu des manifestations contre lui, et le sort ayant été contraire à partir du mois de juillet dernier
en Égypte, c'est un revers très sérieux pour le Qatar qui avait tout misé. Mais voilà comment ça s'est passé, un petit peu dans la dynamique. Et aujourd'hui, il y a une crise très grave entre le Qatar et ces autres monarchies du Conseil de coopération du Golfe qui, elles, voient les frères musulmans comme l'ennemi principal. Et un point qui est également une des conséquences de ce printemps arabe, qui a, à mon avis, peut-être pas été suffisamment souligné, c'est l'opposition frontale qui existe désormais entre les alliés des Américains et les Américains. Par exemple, le 12 mars 2011, Robert Gates, secrétaire à la défense américain, se trouve à Bahreïn et il fait un discours public pour demander aux dirigeants de Bahreïn de continuer le dialogue avec l'opposition, en soulignant que rien ne prouve une intervention iranienne dans les événements de Bahreïn, mais que si on continue à réprimer et à ne pas dialoguer, ça deviendra une prophétie autoréalisatrice. On est le 12, samedi 12. Le lundi 14, les troupes, enfin 1500 soldats, mais quand même, les troupes saoudiennes et émiraties traversent le pont et entrent à Bahreïn à l'appel du roi. Un petit peu la doctrine de souveraineté limitée de Bahreïn, hein, c'est pour poursuivre les analogies. De la même façon que les troupes soviétiques du pacte de Varsovie étaient entrées à la demande du président Husak en Tchécoslovaquie et donc interviennent. Ça veut dire, c'est un pied de nez terrible aux Américains. Ça veut dire que le secrétaire à la Défense met en garde et les Saoudiens disent « allez vous faire voir ». À tel point que quand Obama veut envoyer sa secrétaire d'État Hillary Clinton et son conseiller pour la sécurité Dan Elon au mois d'avril, on leur dit « ne venez pas ». Et le dialogue se renouera aux conditions saoudiennes quelques mois plus tard. Mais on apprendra aussi que durant le mois d'août, le bail de la base américaine, la base navale américaine de Joufer à Bahreïn, qui est le quartier général de la 5e flotte, qui arrivait à expiration, a été très discrètement renouvelé pour je ne sais pas combien d'années. Et donc les Américains ont encaissé l'affront. Et on voit un autre affront quand les Américains veulent imposer des sanctions relativement modestes, mais des sanctions quand même à l'Égypte du général Sissi. Le général Sissi dit « mais je ne veux pas de votre aide ». Parce qu'entre-temps, les pays du Golfe, Qatar excepté, sont arrivés avec des dizaines de milliards pour compenser l'aide de Qatar et pour partie l'aide américaine, qui somme toute est relativement modeste comparée aux besoins et surtout comparée à ce que promettent l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït, etc. Est-ce que c'est durable? Non. Parce que la géopolitique a ceci de particulier que les balanciers reviennent souvent au centre. Donc, on voit aujourd'hui ces cristallisations. On voit surtout qu'un débat commence dans les pays du Golfe où les besoins financiers sont relativement élevés en dépit des cours élevés du pétrole, parce qu'ils ont eux-mêmes promis beaucoup à leur population, et le FMI les met en garde contre des déficits récurrents, et ça n'est pas une figure de style. Donc combien de temps les États du Golfe vont pouvoir continuer de financer l'opposition armée en Syrie? Combien de temps ils vont pouvoir porter à bout de bras l'économie égyptienne, qui est un tonneau des Danaïdes? C'est pas évident que ça dure très très longtemps. Les printemps arabes, et je parle donc devant une assemblée d'historiens et de géographes, ce n'est pas le tableau du monde arabe en 2011. Encore une fois, c'est un processus. C'est un système de flux et de reflux. L'histoire n'est pas terminée. Ça continue de se passer en Égypte. Bien sûr, évidemment, Sisi va être élu avec 103% des voix lors du prochain scrutin, enfin, des scores à la Moubarak, quoi. Mais ça ne veut rien dire à long terme. De la même façon, l'affaire n'est pas terminée à Bahreïn. La médiation, je ne suis pas revenu très longtemps là-dessus, mais au Yémen, qui avait permis une transition qui est vraiment un entre-deux, où on ne sait pas très bien si on est dans l'ancien régime, le nouveau ou autre part, rien n'a été réglé et rien n'est irréversible, ni dans un sens ni dans l'autre. Il n'y avait pas vraiment de début à ces printemps arabes, ce que j'ai essayé de montrer en dehors de l'aspect contagion. Chacun suivait dans sa filière son propre développement et ça se serait produit d'une manière ou d'une autre. Disons que l'exemple tunisien a précipité les choses, le château de cartes, mais le château de cartes il était fragile de toute façon. Ce qui est vrai, c'est que la peur a disparu chez les opposants. Aujourd'hui, vous avez des opposants qui postent des messages sur Twitter ou Facebook en sachant que ce message va leur valoir plusieurs années de prison. Et ils le font en connaissance de cause.
Et ils sont aujourd'hui des enfermés célèbres, comme pouvait l'être Blanqui. Ça, c'est un grand changement par rapport aux années 70, 80 ou 90. Parce que le relais des réseaux sociaux, quelles que soient les volontés, les tentatives des États en question pour les contrôler, ça ne marche pas. Et enfin, et surtout, cette dynamique de contestation va continuer parce qu'aucune réponse n'a été apportée aux questions de fond qui avaient été révélées par les soulèvements de 2011. Les problèmes qui existaient en janvier 2011 sont toujours là en avril 2014. Et pour terminer sur une petite note quand même moins pessimiste, l'exemple très compliqué de la Tunisie est là pour montrer que de façon très complexe, très dialectique, avec des avancées, des reculades, tout dépend évidemment du point de vue où on se place, mais enfin, bon, que les choses peuvent avancer et que même ceux qui étaient restés à l'écart de ces mouvements, et je pense clairement à l'Algérie, qui est le type même de l'État rentier et qui entretient des clientèles, même en Algérie, ça commence à bouger aujourd'hui. Donc on voit bien que ces printemps arabes, tant pis si le printemps, l'hiver et l'automne, enfin toutes les saisons traversent plusieurs années, c'est une histoire qui continue et qu'il faut continuer de suivre, même si on est souvent sollicité par d'autres sujets. Merci beaucoup pour cette mise au point très riche. Je vous propose qu'on profite d'un moment de questions et d'échanges avec notre intervenant. Je voudrais revenir sur votre dernier exemple, s'il vous plaît, quand vous parliez de l'Algérie. Je suis... Oui. Voilà, je vous en prie. Au moment où Bouteflika va être élu, et vraisemblablement triomphalement, qu'est-ce qui bouge en Algérie? Les gens? Oui, mais enfin, qu'est-ce qui montre que ça bouge? Voilà, parce que je vous pose la question parce que, effectivement, par rapport à la Tunisie, je comptais vous poser une question sur la Tunisie, mais vous avez donné la réponse à l'avance, avec ces petites avancées, ces choses où effectivement ça progresse. Mais sur l'Algérie, j'avoue, moi j'ai pas d'informations, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Je ne suis pas un grand connaisseur de l'Algérie, mais déjà, le simple fait que la question taboue entre toutes, de la santé du président soit l'objet de moqueries publiques en permanence, montre que ça conteste, ça ne changera pas le résultat des élections, on est d'accord. Deuxièmement, il y a des mouvements de nature sociale, les mouvements des étudiants qui sont assez récurrents depuis plusieurs mois. Et dans un autre domaine, là on est plus dans des histoires ethniques ou claniques, la contestation mozabite à Gardaïa ne donne aucun signe de faiblir. Donc on voit cet émiettement, ce délitement de ce qui a été un État qui, à une époque, s'est voulu phare du modernisme arabe et qui aujourd'hui, à son tour, sombre dans la sclérose. L'expression qui revient le plus souvent, c'est les marionnettistes de l'armée et des services qui veulent maintenir Bouteflika, non pas pour lui, mais pour préserver leurs intérêts. Et cette contestation-là, évidemment, je ne peux pas pronostiquer à quelle date, dans quel délai et de quelle façon, mais on voit que des digues ont été rompues, et certainement les causes internes sont les plus fortes, mais certainement aussi l'exemple de ce qui a pu se passer ailleurs, y compris dans les reflux, hein, c'est-à-dire la crainte que la force reprenne le dessus. Encore une fois, on est dans un monde mondialisé, donc tout ça, les gens le savent. L'idée que les peuples ne savent plus ce qui se passe chez eux et ailleurs, c'est terminé. Même les gens qui sont analphabètes le savent. Il y a la télévision par satellite, il y a les enfants qui sortent sur Internet, etc. etc. Donc moi, je pense que, oui, l'édifice est lézardé, et ceux qui s'en étaient tenus un petit peu à l'écart connaissent à leur tour les problèmes. Le contre-exemple temporaire, c'est le Maroc, où le roi Mohamed VI a très rapidement pris les devants, voyant ce qui allait se passer, et a engagé un dialogue national et quelques réformes entre nous assez superficielles, mais de fait, pour le moment, il a relativement été épargné. Là aussi, les problèmes n'ont pas été réglés. Là aussi, ça va revenir en boomerang. Mais disons qu'il a acheté du temps. Oui.
Ma question, elle concerne la Syrie. Alors, on n'est plus dans l'histoire, on est dans le futur, j'espère très proche. Comment, pour vous, la situation peut-elle évoluer en Syrie et quelle peut être l'issue de ce qui s'y déroule en ce moment, c'est-à-dire la guerre civile? À court terme, mal. C'est-à-dire que, comme beaucoup de gens, j'ai cru, il y a 1 an et demi, que Assad en avait pour quelques mois. Il s'est passé plusieurs choses. D'abord, on avait sous-estimé le soutien qu'apporterait la Russie à l'armée syrienne. Et donc, c'est un soutien qui a été décisif dans des moments où les lignes de front de l'armée syrienne auraient pu être enfoncées. Je rappelle quand même que ce soulèvement régional qui est parti du sud, qui s'est étendu progressivement dans diverses zones du pays, ça a amené à étirer l'armée syrienne sur des portions de territoire très grandes. Il n'était pas sûr qu'elle aurait pu tenir dans la durée. Mais la Russie a réapprovisionné massivement et a donné des signaux politiques forts dans le sens du soutien à Assad. Donc ça lui a permis de tenir. Et le second point, c'est les exactions de la frange la plus extrémiste et radicale des islamistes. Je pense au front al-Nosra et plus récemment l'État islamique en Irak et au Levant, qui tout simplement fait la guerre non seulement au régime, mais également aux autres islamistes et à l'opposition laïque. Bon. Donc cette division et ces guerres intestines, qui sont quand même très meurtrières, hein, font que la perspective politique d'une alternance s'éloigne à vue d'œil. Enfin, on peut toujours entretenir l'illusion que les gens qu'on reçoit, Jarba ou autres, seront un jour présidents de la Syrie. D'abord, les dirigeants de l'opposition syrienne, on les consomme tous les 6 mois, hein, il y en a de nouveaux qui apparaissent. Ça tient assez largement aussi aux luttes d'influence entre leurs parrains respectifs, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, mais surtout sur le terrain, ils perdent du terrain énormément. Enfin, le week-end dernier, samedi, Bachar al-Assad a fait un discours télévisé dans lequel il parlait avec confiance du tournant qui était en sa faveur, et je pense qu'il avait raison. Donc, à court terme, voilà ce qu'on peut prédire. À long terme, moi je ne prédis pas un grand avenir à la famille Assad. En revanche, il n'est pas exclu que le régime que son père a instauré et dont il est issu, de façon plus ou moins rénovée, se maintienne, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, il n'y a pas que la minorité alaouite qui peut avoir un intérêt à préserver. Alors est-ce que ça se traduira par un arrangement politique à terme dans lequel Assad lui-même serait exclu, ou est-ce que ça se traduira par une partition du territoire ou par l'écrasement complet? Je suis incapable de le dire. Quel est le positionnement des chrétiens? Les chrétiens de Syrie, alors ce serait tout à fait erroné de penser qu'ils sont tous à soutenir Bachar al-Assad. Mais si on raisonne en termes de communauté, ce qui n'est peut-être pas très français, mais ce qui est très moyen-oriental, il est probable que la grande majorité des chrétiens, qu'elles soutiennent ou pas le régime syrien, c'est pas le problème, se sentent davantage protégés par le système actuel que par les promesses que peuvent représenter, enfin les promesses et les menaces, hein, que peuvent représenter une éventuelle victoire du front al-Nosra, qui égorge à tour de bras tous ceux qui considèrent comme infidèles, et c'est pas seulement les chrétiens, c'est aussi les autres musulmans. Donc ces gens-là ont été assez largement rejetés dans les bras du régime, faute de mieux. C'est une dernière question. Une dernière question avant de passer à la deuxième conférence. Est-ce que c'est une révolte de classe moyenne? Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, est-ce que c'est une révolte de classe moyenne? C'est quoi la classe moyenne? C'est ce qui a oui, été annoncé. Oui, enfin, si je reviens à la notion de kleptocratie, à partir du moment où vous avez des dirigeants qui ont une pratique confiscatoire de l'économie, mais confiscatoire dans les grandes dimensions, hein, c'est-à-dire on ne se contente pas de prendre 10, 20 ou 30%, on prend tout simplement des terres, et c'est ce qui menace à mon avis le Maroc, puisque le roi du Maroc et sa famille possèdent la quasi-totalité du territoire, hein, du foncier. En Égypte, les usines. L'Égypte et le Pakistan sont assez comparables de ce point de vue-là. C'est une erreur de penser à l'armée uniquement comme une armée. C'est un système industriel
où les usines de cigarettes et de voitures sont dirigées par des militaires. Donc c'est source de revenus, de rentes, de prébendes pour eux, mais pour leur famille, pour leur clan, etc., etc. Donc oui, forcément, ça affecte directement le pouvoir d'achat et la capacité d'intervention économique des classes intermédiaires. En même temps, c'est compliqué parce que dans les classes moyennes, il y a aussi la classe moyenne des fonctionnaires moyens et hauts qui, eux, ont plutôt un intérêt à la perpétuation du régime. Donc cette histoire-là n'est pas complètement tranchée. Mais il est vrai que c'était davantage un soulèvement ou des contestations de classe moyenne que des paysans du Nil qui, eux, sont plutôt restés relativement calmes. Merci beaucoup.